Bonsoir, nous nous excusons pour le léger retard. L'actualité politique, sociopolitique, pardon, culturelle et sportive du Cameroun évolue au rythme des scandales assez souvent. Il ne se passe plus de semaines sans que l'on ne soit informé d'un fait choquant, observé du bas de l'échelle sociale au plus haut de la hiérarchie du pays. Des questions de mœurs, à n'en plus finir. C'est à se demander, et là je reprends Paul Biya, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Fuite des athlètes, corruption, détournement de fonds, viol, vol, assassinat et j'en passe. Comment extirper le mal? Voilà résumé la problématique du premier thème de ce soir. Quelles sont les mœurs politiques contemporaines au Cameroun, pourrait-on ajouter? Dans le même sillage, nous allons interroger le rôle, mieux la contribution que les femmes apportent dans la recherche des solutions aux diverses crises politiques que traverse le Cameroun. Boko Haram, crise anglophone, réfugiés et autres également, se sentent-elles véritablement concernées? Se sont-elles exprimées? Que proposent-elles? Comment fait-on pour en sortir avec leur contribution? Crise sociopolitique, que peuvent les femmes? Quatre dames dans le panel de ce soir, enseignantes, juristes et politiques. Elles sont invitées et déjà installées sur le plateau. On aura Malise Rose Doualabel, bonsoir. Bonsoir. Membre du Parlement, la Chambre basse, vous êtes député pour le compte du RDPC. Docteur Yvette Balana, bonsoir. Bonsoir, M. Tango. Enseignante, critique littéraire. Jeanne Soga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militante d'un parti politique, mais vous n'êtes pas forcément là en cette qualité ce soir. Pourtant, vous êtes politique. Pourquoi est-ce que je ne serais pas là en cette qualité? Non, ben, je suis là au nom du FSNC, il n'y a aucun souci. Voilà qui est rassurant. Jeanne Soga est donc là pour le compte du FSNC. Et puis enfin, Maître Michel Ndoki, bonsoir. 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 Également militante politique pour le compte du MRC. En effet. Et j'ai bien envie de vous féliciter. C'est très gentil, merci beaucoup. Pour les récents résultats au niveau du barreau du Cameroun. Merci. Je pense d'ailleurs que c'est votre première sortie officielle après. C'est vrai, c'est la première fois que je parais sur un plateau de télévision. Je m'en sens très honoré. C'est un plaisir. Et je commence peut-être par vous, au bout de l'actualité. Fuite des athlètes, ça va certainement rejoindre l'un des thèmes. Et je rappelle également que vous êtes au niveau du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Je suis au niveau du Comité national olympique, il ne faut rien exagérer. J'ai été désigné arbitre. Donc voilà. Je reste quand même... si on me confie un dossier, quand on le confierait, dans mon métier qui est le droit, il s'agit d'intervenir pour aider à résoudre des conflits. Je n'interviens pas dans la gestion du comité lui-même, heureusement. Et donc, je peux vous extirper un mot sur la question des athlètes qui, encore aujourd'hui, sont portés disparus au niveau de l'Australie et des Jeux du Commonwealth. Alors, je ne sais pas si on est très étonné. Je crois que la question nous revient de savoir ce que nous offrons à ces jeunes au Cameroun, qui leur donnerait envie de se contenter d'aller défendre, porter les couleurs de notre nation et de rentrer ensuite. Dans quelles conditions est-ce que, quand on est un jeune sportif, on fait son métier dans ce pays? Dans quelles conditions est-ce que on travaille et quelles sont les perspectives de développement? Je crois que à partir du moment où on a la réponse à la question, on peut comprendre que nos jeunes saisissent toutes les opportunités qui s'offrent à eux pour échapper à des perspectives inexistantes. Maintenant, en tant que mère, en tant que Camerounaise, c'est quelque chose qui m'embarrasse profondément. Mais je crois que nous devons nous sentir responsables et voir cela comme une interpellation et une invitation à réformer le système, qu'il s'agisse du système éducatif ou du milieu sportif, pour retenir les talents plutôt que de continuer de pointer un doigt accusateur. Donc vous y voyez une faiblesse du système sportif global, de la politique sportive. Je crois que tout le monde voit la même chose, non? Merci. Yvette Balana, je vous reprends sur une question qui concerne l'université, les soutenances. On parle de, je vais peut-être me tromper, 70 sur 80 de plagiat au niveau des soutenances à l'université Yaoundé 2. Oui. Je ne sais pas si j'ai le bon chiffre, oui, mais bon, les statistiques sont... en fait. Oui, voilà, 17 sur 20. Le plagiat n'est pas une affaire exclusive aux universités camerounaises. Le plagiat est d'abord vieux.
il est très vieux, il est très ancien, mais il a pris de l'ampleur avec Internet parce que tout le monde peut en un clic, sans entrer dans une bibliothèque, sans ouvrir des ouvrages théoriques fondamentaux. Il a accès à des informations que les autres ont recensées, compilées, organisées, et il copie. Donc tout le monde copie. Les étudiants, les chercheurs, dans le monde entier. Maintenant, le dire, c'est cacher un peu la gravité des problèmes des universités camerounaises. Il dit qu'il y a un problème de plagiat, parce que le plagiat se pose, c'est vrai, mais il y a le suivi des étudiants. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous faites une thèse? Vous êtes suivi par un maître, donc un professeur de rang magistral, c'est lui qui vous dirige. Donc, à ce niveau-là déjà, vous voyez, la qualité de votre thèse dépend de la qualité du suivi. Et aujourd'hui, encore plus, au-delà de votre directeur de recherche, on a des écoles doctorales. Ça veut dire que vous faites votre thèse à l'intérieur d'une école doctorale. Mais j'aimerais dire que l'université, c'est un microcosme, mais c'est un microcosme qui fait partie d'un cosmos national. Et donc, les habitudes qui sont à l'extérieur de l'université se retrouvent à l'université. Donc, vous pouvez avoir une école doctorale qui est organisée sur la base du clientélisme. C'est-à-dire que vous avez un colonel qui est membre d'une école doctorale et un sergent et coordonnateur. Tout simplement parce que c'est le clientélisme. Donc, quand on n'a pas résolu ces problèmes et on met le plagiat dans le cadre global je sais pas, de l'ouverture sur Internet, ça peut être dangereux pour nos universités parce qu'on n'aura pas regardé les questions de suivi, d'encadrement. Est-ce qu'on suit réellement ces étudiants? Et puis, est-ce qu'on est dans des universités où quand vous arrivez, ce qui vous frappe, c'est pas les voitures des dirigeants qui coûtent des dizaines de millions, c'est quand même la bibliothèque. C'est ça qui frappe quand vous arrivez dans les universités. Est-ce que ces gens qui ont fait des doctorats les ont fait dans leur chambre? Est-ce qu'ils ont été bien suivis pour qu'on ait ces niveaux de plagiat? Mais je répète, ce n'est pas une affaire camerounaise. Bon, au-delà maintenant, est-ce que l'université, c'est quoi? On dit que des universités ont existé dans le monde africain il y a des siècles. Mais celles que nous avons aujourd'hui sont d'émanation coloniale. Alors, si nous regardons ce que nous avons copié, l'université est un instrument qui pense le développement. C'est pour ça qu'il y a des structures comme le Conseil national de l'enseignement supérieur, au cours duquel le dirigeant ou la classe dirigeante d'un pays commande à l'université. Le dire, c'est constater l'échec. Oui, c'est une vision, c'est l'échec d'une vision. D'une vision de gouvernance. Ce n'est pas l'université. L'université n'est pas un petit coin là-bas. Parce que si on se met à dire cela, on aura faussé tout le problème. Je prends un exemple simple pour montrer cela. Si ceux qui viennent constater le plagiat aujourd'hui, ce sont ceux qui ont ouvert l'université à des pratiques peu orthodoxes. Vous savez que l'université a permis de résorber le chômage. Ce n'est pas le rôle de l'université. L'université n'est pas là pour résorber le chômage. On a eu des gens, vous êtes doyen quelque part, votre soeur a 3, 4 enfants. Vraiment, il y a ta nièce là-bas, elle a une licence, elle fait comment? Amène-la moi ici. Et un jour, elle a la maîtrise. Un autre jour, elle a un doctorat. Et puis, elle devient même haut responsable dans cette université. Alors, c'est la société camerounaise. Ce n'est pas l'université. Donc, il faut interroger. Est-ce que cet instrument-là, est-ce qu'un instrument a toujours vocation à être instrumentalisé pour des questions politiques comme Michel, on en arrive aujourd'hui? la politique sportive, vous interrogez la oui, politique la politique de l'enseignement supérieur au Cameroun. Honorable, je vais peut-être vous prendre sous un angle plus joyeux. L'euphorie après les 63 sièges sur 100 au niveau du Sénat, c'est dire que cette année électorale est plutôt bien partie pour le RDPC. En tout cas, en ce qui concerne les sénatoriales, je pense que nous avions quand même des acquis. À côté de ces acquis, il y a également eu un travail de mobilisation, parce qu'il y a quand même, on a entendu des choses. On a entendu dire que des conseillers municipaux qui seraient sympathisants de telle ou telle chapelle politique pourraient ne pas mettre le bon bulletin. Mais finalement, on s'est rendu compte que les conseillers municipaux RDPC ont compris les enjeux et ne se sont pas égarés et ont fait le job. Justement, vous parlez d'acquis, mais quand on regarde la mobilisation, on a pu voir que des ministres d'État, le Premier ministre d'ailleurs également, ils sont allés en campagne véritable. Pourtant, on se serait dit
au regard des acquis, on n'a pas besoin forcément d'un déploiement aussi colossal. Est-ce que ces acquis ne cachaient pas une crainte mais nous sommes dans un environnement dynamique, politiquement dynamique, et de plus en plus dynamique. Donc, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Et je pense que cette campagne a quand même été bonne parce qu'elle a permis d'expliquer les enjeux et amener nos conseillers municipaux à poser l'acte qui était fondamentalement important pour la mise en œuvre du projet social qui est le nôtre. Et Jean Soga, je vous prendrai avec un commentaire sur la dernière figure, la dernière phase ou la dernière actualité autour de l'opération Épervier, dont on a toujours l'impression qu'elle est grandement instrumentalisée, tout au moins sur le plan médiatique. Beaucoup de communication autour, des noms qui circulent avant même que les personnes concernées ne soient informées officiellement. Et puis, du coup, beaucoup estiment que c'est davantage une opération d'épuration qui, justement, tombe à point nommé en pleine période électorale. D'ailleurs, c'est en plein sénatorial que la dernière vague des personnalités a dû descendre à Kondengui. Un commentaire là-dessus? Ben, moi, je ne sais pas si c'est pendant la dernière vague des sénatoriales que c'est arrivé. Je remarque quand même que cela suit un certain nombre de changements qui se sont produits. Et donc, la question qui me viendrait est totalement différente de la vôtre. C'est-à-dire, je me poserais la question de savoir qui c'est qui était assis sur ces dossiers, parce que les affaires dont on parle, elles sont quand même anciennes. Pour ce qui concerne l'opération Épervier, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas ou on n'enquêterait pas sur des malversations, aussi importantes soient-elles, aussi, je veux dire, les personnalités concernées, aussi importantes soient-elles à leur tour. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on le ferait lorsque le moment se présente et lorsque le besoin se fait sentir. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de prendre un rendez-vous particulier pour suivre ces affaires-là. Par contre, moi, j'aurais aimé réagir sur le point défendu par Michel, qui m'a laissé un peu, comment dire ça, dubitative. Tu as fui des athlètes? Oui, il a fui des athlètes, mais je suis désolée. Les athlètes comme Mila, comme tous ceux qui ont joué de son époque, n'étaient pas mieux lotis. Ils n'ont pas quitté, ah non, non, je suis désolée, ils n'étaient pas mieux lotis et ils n'ont pas quitté le navire sous le prétexte aussi foireux que celui-là. C'est-à-dire que dans mon pays, ça ne va pas, alors je vais galérer plus ailleurs. Qui c'est qui a dit que lorsqu'on fuit dans ces pays-là, on se trouve mieux? Moi, je ne comprends pas. Ces gens-là galèrent, on les voit débarquer des souks dans des habitations complètement délabrées. On les voit débarquer par des gendarmes tous les jours et on continue à penser et à vouloir faire penser qu'ils sont mieux ailleurs. Je me pose la question. Alors, je ne pense pas que ce soit ça la solution. S'il y a des problèmes, et il y en a, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on partirait. On reste dans son pays pour se battre, pour ses idées, pour avoir meilleures conditions. On ne fuit pas pour aller galérer ailleurs sous le prétexte que chez soi on est malheureux. Je vois pas l'intérêt, je vois pas ce qu'ils ont résolu, parce que là maintenant, en plus du fait qu'ils sont recherchés, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de moyens de travailler, ils n'ont même pas le moyen de demander à manger, parce que de l'autre côté, c'est pas comme ici, où quand vous allez chez le voisin, vous demandez un verre d'eau, il vous donne un verre d'eau, ça ne se passe pas comme ça. Donc ailleurs, c'est pire qu'ici. Ça sert à quoi donc de partir? Il faut rester chez soi, il faut se mettre au travail. Ça, c'est mon point de vue. Je voulais réagir à cela, et puis je voulais réagir aussi à ce que... Sur les soutenances plagiées. Oui, sur les soutenances, pour dire que j'admire avec beaucoup de... Je veux dire, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt cette façon particulière comment dire ça, de se dédouaner, de dédouaner finalement l'enseignement, parce que les enseignants ne sont responsables de rien. Tout ça, c'est le système. Ils sont ce qu'ils sont parce que le système l'a voulu, et puis finalement, c'est le système qui a fait ci, qui a fait ça. Moi, je suis désolée, lorsque vous avez un encadreur, il doit faire son boulot. Lorsque le boulot n'est pas fait, il doit assumer cet échec-là. L'étudiant, lui, a fortiori, il cherche la solution de la facilité. Oui, Internet est là. Internet est la solution de la facilité, même pour les informations. Même pour les fake news. Internet est la facilité. Donc, Internet est la facilité pour beaucoup de choses. Il faut que les enseignants assument cet échec-là en premier. Et qu'on arrête de pointer du doigt le pouvoir, le système, le ci, le ça, parce qu'il n'y aura pas de changement. Le Cameroun, il n'y aura pas de changement radical du jour au lendemain.
il n'y aura pas de changement radical du jour au lendemain, parce qu'on ne chassera pas ceux qui sont là, on ne chassera pas les Camerounais pour prendre les Gabonais à la place. Nous serons obligés de travailler, d'apprendre à travailler différemment s'il y a lieu. Mais on commence d'abord par bien faire son boulot, et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'étais satisfaite jusqu'au moment où, finalement, bien que on reconnaisse que les enseignants ont leurs responsabilités, finalement on rejette la faute sur le pouvoir politique. Bon, oui, le pouvoir politique n'est peut-être pas celui qu'on voudrait qu'il soit, mais est-ce que c'est une raison pour qu'on en arrive à ce niveau-là? Vous voulez ajouter un mot? Oui, je vais ajouter un mot. Vous également? Oui, après, c'est très important. Cette habitude de saucissonner, vous voyez, les questions qui sont systématiques et assez gênantes. On a beau être, quel que soit le parti qu'on défend dans ce pays, on connaît les problèmes de l'université. Et ces problèmes viennent du fait que l'université est un instrument instrumentalisé par le politique. Je crois que ceux qui sont à l'intérieur de l'université, qu'ils soient de l'UPC, du RDPS ou de quelque autre parti qui soit, le savent. Maintenant, il n'est pas question de dédouaner qui que ce soit. Je dis, le plagiat n'est pas une bizarrerie camerounaise. C'est une réalité. Et les responsabilités, elles sont établies. Il ne faudrait pas qu'on refuse celles des politiques. Je l'ai dit, j'ai dit, le suivi des étudiants n'est pas idoine. Deuxièmement, nos pères fondateurs, je regrette de le dire, ce sont eux qui m'ont formé, ont laissé ouvert, ça c'est pas les enseignants, c'est-à-dire les pères fondateurs de nos universités, ont laissé la porte ouverte à ce qui se passe à l'extérieur de l'université. L'université n'est pas un endroit aussi clos qu'on veut nous le faire croire. Sinon, on ne peut pas parachuter les gens dans les universités. Ce n'est que chez nous que ça se fait. Quand vous avez été recruté dans une université, vous suivez une trajectoire, et c'est cette trajectoire-là qui vous permet d'accéder à un certain nombre comment je dirais, un certain nombre de situations, de postes. Vous voyez? Et l'enseignant d'université n'a pas vocation à être nommé. Il faut qu'on dise les choses ici. Qu'est-ce que le politique veut? Vider l'université de sa substance? Un enseignant d'université, s'il a son laboratoire, il a ses bureaux, il a sa bibliothèque, il a un salaire décent, il a des commandes qui viennent du politique, pas des Canadiens qu'on appelle et des Suisses qu'on appelle tout le temps quand un problème se pose à la société camerounaise. Cet enseignant-là n'a pas besoin d'être nommé parce qu'il fait le travail pour lequel il a choisi la carrière d'universitaire. Donc, il ne faudrait pas, parce qu'on est politique, venir dire sur les plateaux de télévision que l'université camerounaise n'est pas inféodée et instrumentalisée par la politique. Ce n'est pas dédouaner les enseignants, non. Lorsque vous êtes doyen, votre tante, j'ai donné l'exemple, que votre tante vous dise, votre fille est au chômage, vous lui dites, bon, viens, qu'elle vienne ici. C'est dédouaner l'enseignant. C'est un enseignant qui dit, bon, viens. Ça se passe partout. C'est-à-dire ce qu'on appelle une gestion catastrophique des ressources humaines. Mais qu'elle vienne, puisqu'elle est au chômage, elle vient, ce n'est pas pour laver les bureaux. Elle vient, on force, elle fait un master, on force, elle fait un doctorat, et on force encore, elle commence à commander ceux qui sont établis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à la tête. Je ne dis pas les nominations en termes de doyen. Moi, particulièrement, ça ne m'intéresse pas, les affaires de nomination. Ce qui m'intéresse, c'est le problème que vous avez posé, celui des plagiats. Quand vous avez une école doctorale, c'est quoi? C'est l'espace qui anime la recherche. Ce sont les unités d'animation de la recherche. Quand vous avez dans une école doctorale, je vous ai donné l'image d'un colonel qui est membre d'un laboratoire et d'un sergent qui est coordonnateur de ce laboratoire-là. Vous trouvez que ça a une certaine logique et c'est contraire à la logique qui gouverne les nominations dans l'ensemble de la société camerounaise? Non. Nous n'inventons pas l'université et l'université est l'instrument d'un pouvoir politique. C'est comme ça que les universités sont nées en Europe. Et d'ailleurs, quand les Américains se sont appropriés la tradition universitaire européenne,
Un savant américain a dit que l'université est l'enfant gâté de l'État. Pourquoi est-ce que vous gâtez cet enfant? Parce que vous lui donnez les moyens qui vous permettent à vous de mener votre politique de développement. Donc on ne peut pas mettre d'un côté les enseignants d'université là-bas et de l'autre le politique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je voudrais également préciser que vous êtes syndicaliste, hein, donc les problèmes universitaires, certainement que vous les vivez. Bon, je crois que c'est même pas le débat. Non, je voudrais quand même... Il est quand même bien de prendre... Parce qu'on est plus ou moins dans le débat, je vais recentrer, mais c'est une problématique qui semble quand même assez pertinente également. Bon, moi, ce que j'ai compris, c'est que dans cette histoire de plagiat, on ne prend pas par le bon bout. Parce que le bon bout, c'est que les responsables qui dirigent les thèses sont responsables. Mais c'est ce que j'ai dit. Et doivent répondre. Ce que j'ai dit. Le système et tout, c'est trop enveloppé et ça devient diffus et c'est très difficile de retrouver le bout du fil. On commence par questionner la personne qui a un job description. Vous êtes professeur, vous avez en charge de conduire une thèse, mais bon Dieu, qu'on se rende à la fin du processus, qu'il y a eu plagiat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas suivi votre étudiant. Dans votre logique, si c'est un cas, 2 cas, on peut dire ok, c'est des responsabilités individuelles. Alors, à ce moment... si c'est 17 cas suivants, oui, on peut quand même interroger le mécanisme qui encadre toute l'organisation. On prend d'abord le courage de demander des comptes à ces personnes. suivi. On commence par là parce que, justement, quand on rate cette étape, on arrive très vite dans un amalgame qui embrasse... Oui, mais tout est mauvais. Alors, je voulais demander aux professeurs, est-ce qu'il y a des professeurs talentueux et compétents à l'université? Énormément. Mais madame, c'est vous qui modérez énormément dans ces... Et c'est pour cela... Non, mais attendez. S'il vous plaît. Non, si je vous ai posé la... C'est pas vous qui modérez. Je vous ai posé la question. Si vous êtes vous avez dit oui, alors je vais continuer. Je vais continuer pour dire que, alors, s'il y a un vivier de professeurs talentueux et j'imagine de dirigeants talentueux, il faut que chacun fasse son boulot. Mais oui, bien sûr. Autrement, vous voulez questionner qui? Si chacun... Moi, je pense il faut responsabiliser les gens. Et il faut que chacun réponde... Oui, que chacun réponde des dysfonctionnements qui sont à son niveau. Et comme ça, on pourra peut-être arriver... Excusez-moi, mais moi... En parlant du suivi des étudiants. Marlise Rose termine d'abord, vous avez terminé. Non, je n'ai pas dit qu'elle a dit le contraire, mais je voudrais simplement que... Parce qu'autrement, le débat s'arrête. Si à chaque fois qu'on prend un bout, le sport, c'est le système, on s'arrête. L'université, c'est le système, on s'arrête. Non, je pense que si nous voulons aider à ce que certaines situations soient questionnées, clarifiées, il faut qu'on se donne la peine d'aller à chaque étape du processus, à chaque étape de dégager les responsabilités. Voilà. Alors, moi, je suis d'accord, sauf que je ne comprends pas pourquoi on s'arrête. Qui a dit que quand on interroge la responsabilité du politique, il faut s'arrêter? Je crois qu'il faut que le politique réponde. Mais uniquement le politique. Mais oui, mais il faudrait peut-être qu'il commence. Non, c'est d'abord celui qui a posé l'acte. C'est le responsable de l'acte. Et c'est dans cette dispute que le politique nous entraîne exprès pour que personne ne soit sanctionné. Ce que le docteur a dit est très, très clair. Quand vous écrivez une thèse, vous y passez plusieurs années à l'écrire, d'accord? Un jeune homme ou une jeune femme est en train d'écrire sur un sujet qu'on lui a donné. Il a écrit le plan, il écrit l'ossature, il remplit le chapitre 1, le chapitre 2, on lui demande de recommencer. Cela prend plusieurs années. Et c'est plusieurs années pendant lesquelles la personne qui lui dit non, ça c'est pas bien, tu n'as pas bien creusé ceci, je ne comprends pas tes références dans cela, qui elle-même est censée savoir de quoi l'autre parle, et donc savoir qui plagie, qui sont les auteurs, qu'est-ce qu'il y a sur Internet sur ces questions-là. Cette personne ne dit rien pendant plusieurs années. Puis la thèse est déposée pour soutenance. Et c'est là que la personne qui est quelque part l'administrative, qui n'est même pas directement en charge du suivi de cette thèse-là, en rejette 17 parce que lui, sous-entendu, comme on dit au village, laissez, je gâte, vous allez arranger après. D'accord. Sous-entendu, lui, il a pris le temps
d'aller faire des recherches sur Internet pour vérifier justement. Il y a un logiciel, il y a un logiciel. logiciel. Parfait. Logiciel. Et qui ne résout pas le problème, même en Non, mais il n'y Occident. a pas de souci. Qui a donc, lui, cliqué sur le logiciel qui devait être là pour tout le monde, hein? J'imagine qu'il n'est pas seulement là pour lui, et découvert qu'il y avait de plagiat avant de rejeter les thèses. Mais quand il rejette les thèses, qu'est-ce qu'il fait de ceux qui les ont dirigées? Et c'est ça la question de la responsabilité politique qu'on est en train de poser. Cette personne, le doyen, je crois, qui dit « je ne veux pas de 17 thèses sur 20 parce que je pense que c'est du plagiat ». Qu'est-ce qu'il fait des directeurs de cette thèse-là? Alors, quand on commence à poser la question de la responsabilité de politique, que tout le monde fasse des yeux ronds innocents en disant « oui, mais c'est quand même pas la faute d'un ministre si un professeur quelque part ne veut pas faire son travail », c'est la faute d'un ministre s'il ne s'assure pas que le professeur fasse son travail. Personne n'est en train de dire que le professeur l'a fait. On est en train de dire, nous, qui sommes des observateurs, qui subissons les formations de mauvaise qualité, qu'on aimerait que le leader en bout de course, qui regarde tout ça, alors qu'on lui a donné du pouvoir, alors qu'on lui a donné nos impôts pour régler la manière dont la société fonctionne, qui regarde tout ça sans rien faire, que c'est de sa faute si on est dans cette panade. C'est la même chose pour le sport. Moi, je veux bien qu'on nous dise que les enfants devraient travailler. Alors, j'adore et je suis sûre que les téléspectateurs ne sont pas dupes. Cette attitude qui consiste à considérer que, tout d'un coup, voilà des enfants qui sont devenus d'ignobles paresseux, qui croient qu'on cueille de l'argent sur les arbres en France ou en Australie ou je ne sais où, et que donc, plutôt que de travailler, préfèrent aller se dorer la pilule là-bas. Ce que vous savez, ils le savent encore mieux. Et ce qui doit interroger le cœur de dirigeantes politiques et de maires que vous êtes, c'est comment ça se fait qu'alors qu'il sait beaucoup mieux que vous, parce qu'il manipule beaucoup mieux que vous ces appareils, quel est l'enfer qu'il attend là-bas? Comment ça se fait qu'il décide quand même de quitter ce pays? Jeanne vous dirait le dernier mot. Je suis désolée, celui-là ne m'a pas posé de question. Alors, il est d'abord parti et ensuite j'ai appris qu'il était parti. Je vais vous répondre. C'est parce que des personnes comme vous entretiennent la sinistrose ou la névrose systématique de la revendication. Allez dire ça dans le Lébialem. Allez dire ça à Batibo, que nous entretenons la sinistrose. Allez dire ça aux jeunes filles qui explosent sur des bombes à l'extrême nord. Non, elles n'explosent pas sur des bombes à l'extrême nord parce qu'elles font des revendications. Non, ça n'a rien à voir du tout. Non, moi je parle des victimes, je ne parle pas des kamikazes. Moi, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'on ne peut pas continuer à faire comme vous dites, c'est-à-dire encourager la dilution. Ce que je voulais dire simplement, pour revenir sur votre propos, je vais vous dire, le logiciel vient d'être acquis tout récemment. Tous ces étudiants, je ne les connais pas, mais je suppose qu'ils ont préparé leur thèse sans qu'ils aient accès à ce logiciel, première chose. Deuxième chose, il n'est pas humainement possible. Oui, je pense. Pardon? Je pense qu'on devrait faire une émission sur la question des logiciels, en effet. Non, de l'université. Oui, pareil. Allez-y, terminez. Non, on termine et puis on recentre le débat sur les mœurs. Je vous laisse et puis je me casse. Non, sur les mœurs, choses à faire. Sinon, on se respecte et on se laisse parler parce que pendant que vous parliez, j'avais la gentillesse et le respect de vous écouter. Ce n'est pas parce que vous pouvez parler plus fort que moi, ni plus vite que moi, c'est simplement par respect. Alors, s'il vous plaît, je voulais simplement dire qu'il n'y avait pas de logiciel. Il n'est humainement impossible pour un enseignant, aussi intelligent soit-il, de savoir tout ce qui a été écrit de par le monde. Ce logiciel sert à faciliter les recherches. Si ce logiciel était arrivé avant, et c'est là où je vous rejoins, eh bien, le travail des encadreurs aurait été facilité. Mais je ne souhaite pas, pour ma part, qu'on pointe le système alors qu'il y a des torts de part et d'autre. Il faut que les choses soient faites de façon ordonnée, qu'on le fasse, qu'on ne dilue pas, c'est-à-dire qu'on ne ramène pas tout au système, parce que sinon le débat n'est pas nécessaire. Le système est mauvais, ok, on rentre chez nous. Et je voudrais d'ailleurs observer, je voudrais observer lui qui a choisi ce sujet. Personnellement, je suis d'accord comme vous, je ne le trouve pas passionnant. Je ne vois pas ce qu'on va changer de toute façon en bavardant ce soir. Et j'observe d'ailleurs que ces sujets d'entrée nous permettent d'aller véritablement dans le... Ce ne sont pas des questions de mœurs. Des questions de mœurs, c'est même des questions de valeur. Mais je vais du coup faire la transition sans qu'on la prenne systématiquement à l'antenne. Je rappelle, le thème principal, c'est le premier. Quelles sont les mœurs politiques contemporaines? Et j'ai envie de vous demander, finalement,
Est-ce que notre société se retrouve encore dans nos véritables valeurs? Les valeurs d'intégrité, les valeurs de travail, la morale, le respect de l'aîné, ne pas voler. Ce que nous tous, nous avons appris quand on était tout jeune, qui a fait d'ailleurs de vous des parents assez responsables. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'héritage des plus jeunes est plus ou moins compromis au regard de la déchéance, de la décadence que vit la société. Docteur Balana. Vous me posez une question très compliquée. Hein? Très compliquée. Quelles sont nos valeurs? C'est quoi nos valeurs, nous qui? Nous les Africains, les Camerounais, nous, les Africains. Les parents. Vous voulez que nos valeurs ressemblent à quoi dans le monde d'aujourd'hui? Parce que quand on dit nos valeurs, qui est africain encore aujourd'hui dans nos sociétés? Qu'est-ce que nous avons de spécifique qui a été préservé? Vous voyez? Parce que quand vous posez la question de valeurs de manière globale, c'est que vous posez une question générale, une question qui concerne l'ensemble des sociétés, de la société. Quand vous dites les mœurs sont des habitudes que des membres d'une société adoptent à un moment donné. Et ces habitudes, quand on parle de bonnes ou de mauvaises mœurs, c'est parce que ces habitudes ont rapport avec la morale, le bien, le mal. Et moi, je sais que vous avez parlé des mœurs politiques. Dans la société définit un ensemble de valeurs. Mais les nôtres ont rencontré d'autres sociétés. Vous voyez? Parce qu'on parle de valeurs traditionnelles. Nous avons rencontré d'autres sociétés qui ont apporté d'autres valeurs. Quand vous dites société contemporaine, ce sont des sociétés qui ont accepté ce qu'on appelle la modernité. Dans nos discours, dans les discours politiques, on nous promet de mettre en place des États modernes, alors que la modernité a été quelque chose de désastreux, même pour ceux qui ont mis en place la modernité, c'est-à-dire changer les mécanismes anciens pour apporter d'autres mécanismes. Et on admet qu'en dehors de la technique, de la technologie, cette modernité-là n'a pas consacré le bien-être des hommes, n'a pas consacré la morale et n'a pas consacré une façon morale de faire la politique, une façon morale de vivre en société. Parce qu'au final, les sociétés contemporaines vivent sous le diktat des biens matériels et de l'argent. Alors, dans cet environnement complexe-là, comment est-ce que nous pouvons dire que nous avons des valeurs africaines que nous allons préserver? Nos systèmes institutionnels, nos systèmes politiques, ont-ils été copiés sur des systèmes traditionnels? D'abord, tout a été fait, puisque quand on rencontre les sociétés des autres, ils sont dans une révolution que je viens de décrire, c'est-à-dire changer tout ce qui est ancien pour prendre ce qui est nouveau à partir des outils de production. Il faut l'industrie, il faut l'argent, les questions monétaires. Et nous rencontrons ces gens. Et ces gens s'arrangent. Je ne dis pas que notre tradition était très belle, mais s'arrangent à montrer que tout était négatif. Dans une Afrique où les systèmes, il y avait une étonnante complexité des systèmes politiques. On vous démontre que chez nous, c'était les cours des rois. On ne vous montre même pas qu'il y avait des contre-pouvoirs à l'intérieur de ces sociétés-là. Donc, dans ce contexte-là, il est difficile de préserver les mœurs. Maintenant, à l'intérieur même de la société, même si vous dites dans la société qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas piller, chaque groupe a ses valeurs. Ce qui est valeur dans la société globale n'est pas valeur en politique. C'est-à-dire le champ politique, lui, il a ses valeurs à part. Mais il n'en demeure pas moins qu'on peut apprécier... On peut apprécier la qualité d'une société par rapport à une autre, honorable. Oui, évidemment. J'aime beaucoup ce débat parce que, en fait, c'est un débat fondamental. C'est un débat fondamental. Comment faire pour qu'on réussisse la reconstruction de notre société? Parce qu'effectivement, elle est partie en 1000 morceaux. Et pourquoi? Parce que l'environnement international, l'environnement, je veux dire, de manière endogène et exogène, il y a des pressions qui nous poussent à adopter des attitudes qui ne vont pas. J'étais à
une rencontre, j'ai participé à une rencontre de la Banque mondiale à New York et il y avait le directeur du FMI, Madame... la française. Lagarde. Merci. Et j'ai eu le courage, parce qu'on parlait de la malnutrition et des questions comme celle-là, et à chaque fois, il nous renvoyait la balle pour dire oui, les pays africains doivent faire attention, ils doivent eux-mêmes aussi s'organiser pour que... Et j'ai eu le courage de lui dire, Madame Lagarde, vous ne pouvez pas parler de ces questions-là comme des observateurs. Vous ne pouvez pas parler de ces questions-là comme des non-acteurs. L'Occident est acteur, et pleinement acteur, parce qu'il suffit simplement qu'on arrive à régler le problème du commerce équitable, et ça fait un grand pas pour nos pays, et on n'y arrive pas. Et Madame Lagarde, excusez-moi, si mon pays est tombé dans cette espèce de désagrégation des valeurs et sociales, c'est bien parce qu'il y a eu les restrictions que vous avez imposées à notre pays, et nous avons pris 20 ans pour nous relever de cela. Quand vous réduisez les salaires des gens de plus de la moitié, quand vous, après la réduction des salaires, il y a eu la dévaluation. Hein? Après la dévaluation, il y a eu la crise politique, l'entrée dans le multipartisme, qui était aussi une crise réelle qu'il fallait gérer. Donc, nous nous sommes retrouvés dans quelque chose de tellement complexe, de tellement difficile, que même les personnes qui étaient des personnes honnêtes se sont retrouvées en train d'affamer leurs voisins. L'infirmier, j'allais dire, arnaque le malade, le professeur arnaque l'élève, parce que de but en blanc, du jour au lendemain, les gens se sont retrouvés dans des situations extrêmement difficiles. Donc, quand vous agissez, quand vous pensez agir pour le bien de l'Afrique, vous n'agissez pas pour le bien de l'Afrique. En fait, vous essayez de mettre l'Afrique dans une situation où elle reste accrochée à votre wagon, à votre locomotive, et continue à baver derrière vous simplement parce qu'il faut que vous, les pays occidentaux, vous vous enrichissiez. Donc, je pense que nous vivons aujourd'hui la conséquence de tous ces mots. Et je voulais terminer pour dire que j'ai discuté avec une dame, une Rwandaise, et je lui ai demandé, mais comment pouvez-vous, elle est sénatrice, comment pouvez-vous m'expliquer en très peu de mots le cheminement qui a été le vôtre et qui vous a fait passer pratiquement du clignotant rouge là au presque vert. Génocide de développement, pourrait-on dire. Et elle m'a dit, premièrement, parce qu'on n'avait plus le choix. On avait déjà touché le fond. Et quand tu as touché le fond, tu es obligé de remonter. Et deuxièmement, elle m'a dit qu'ils ont dû remettre à plat, par exemple, la constitution qu'ils avaient. Parce qu'ils se sont rendus compte que cette constitution héritait des systèmes qui ne sont pas, au fond, les nôtres, ne parvenaient pas à mettre en place des structures ou des institutions vraiment viables. Donc, c'est parti d'un grand débat de la base, les associations, les communautés, les villages, les arrondissements, et puis finalement, ils ont abouti à quelque chose de consensuel et qui leur a permis de repartir. Donc, je pense que c'est important de comprendre que quand on parle du système, c'est tellement vicieux et vicié. Et on peut observer que ça s'est fait sous l'impulsion d'une élite déterminée, courageuse et sereine. Jeanne. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien. Donc, dès que vous avez pour nous une élite déterminée, oui, bien sûr. Une élite déterminée, faites-nous signe. Michel, sinon, dans l'intervalle, parler et puis vous reviendrez. Donc, j'ai eu tort de partager ça avec vous. Non, au contraire, ça nous instruit. Un bel exemple d'ailleurs pour le Cameroun. Michel. C'est pour ça que vous devez faire pardon, oui, bah, du coup. Michel, etc. Alors, moi, je vous écoute et j'ai envie de hurler. Écoutez, pour moi, les mœurs politiques au Cameroun, elles sont faites d'hypocrisie, de l'esbrouffe, du vol, du mensonge permanent. Voilà, les mœurs politiques au Cameroun. C'est ça pour moi.
quand j'observe le paysage politique et je vois tous ces gens qui occupent des fonctions d'État qu'on appelait à l'époque des fonctions souveraines et qui aujourd'hui se retrouvent en prison, je n'ai pas d'autre réponse que celle-là. Alors, si on veut dire que oui, en Afrique, nous avons des mœurs particulières, je ne sais pas de quelles mœurs on parle, mais si on parle de mœurs politiques, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Ça n'a strictement rien à voir avec l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Ça a à voir avec l'éducation qu'on a reçue, ça a à voir avec son caractère. Si on est cupide, eh ben, on va voler là où on est. Si on a un peu de hauteur, si on a été élevé dans un environnement où on vous a appris que quand vous n'avez pas, vous devez travailler pour avoir et pas vous approprier de la chose d'autrui, eh ben, vous ne pensez pas voler. Vous dites, ok, je fais ce qu'il faut, ou alors je me contente de ce que j'ai et j'avance avec ce que j'ai parce que je ne peux pas avoir plus. Évidemment, on peut trouver toutes sortes de raisons qui justifient les vols. On peut trouver aussi toutes sortes de raisons pour les hommes qui couchent avec les petites filles, pour les femmes qui tuent leur mari, pour les hommes qui tuent leurs femmes. Il y a toujours des raisons, toujours des justifications qu'on peut trouver si on veut en trouver. Moi, je n'en trouve pas. Je dis, il faut à un moment donné que ça cesse. Maintenant, qu'on pense que, qu'on doit trouver des justifications dans des systèmes voisins auxquels on a copié des choses, etc. Bon. Comme pour l'histoire du sport, comme pour l'université, tout ça, ça va tourner en rond et puis on va arriver à rien. Il faut simplement qu'on se dise d'arrêter. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête parce que ces richesses, elles appartiennent à tout le monde. C'est la richesse publique. Elle appartient au peuple camerounais. Il faut arrêter. Quand on vous confie une fonction, quand on vous nomme quelque part et que vous avez un budget à gérer, gérez-le comme si vous le faisiez pour votre pays, en pensant que que vous devez rendre compte à des gens. Pensez à cela. Dites-vous que vos parents vous ont élevé en vous expliquant que le vol est un péché, parce que vous avez été à l'église. Et quand vous allez à l'église, priez véritablement, demandez au Seigneur de vous donner la force de résister à la traite de l'argent. Parce que c'est trop facile de dire, oui, on est matérialiste, il y a ceci, il y a le... Oui, on a tous besoin de toutes ces choses-là, mais si on n'a pas les moyens de les avoir, ben on ne les aura pas. C'est tout. Et si les Rwandais ont réussi, voyez-vous, on aura... C'est parce que les Rwandais ont accepté de ne pas avoir d'iPhone 8. Ils sont privés de iPhone 8, le temps qu'il a fallu pour avancer. Si les Rwandais ont réussi, c'est parce qu'ils ont accepté d'occuper des fonctions de responsabilité et de rendre compte à la nation qui les a emmenés là. C'est pour ça que les Rwandais ont réussi. Et quand vous dites qu'ils avaient touché le fond, mais il y a longtemps que le Cameroun a touché le fond en réalité, sur plusieurs sujets, sur plusieurs plans. Mais on ne s'est pas élevé pour autant. Il y aura toujours des pics de tension pour telle ou telle autre chose. On va s'élever, on va crier, machin, et puis après on va aller se coucher en se disant, bof, que peut-on faire d'autre? Alors il va falloir arrêter à un moment donné et puis se dire que ce n'est pas ailleurs qu'on va chercher la solution de nos problèmes. Nos problèmes, c'est nous qui allons trouver la solution. Michel Vous savez, un ami à moi, Félix Congo Akbobala, me disait il y a quelques semaines, on s'est rencontrés par hasard à Yaoundé et j'étais en train de lui expliquer mon étonnement de voir comment la vie paraît normale, on rit, on met de la musique à tue-tête, on danse, on boit. Et il m'a dit, mais tu sais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y en a qui faisaient des bébés et qui avaient des soirées champagne et caviar. Ça n'empêche pas que c'était la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas empêché que cette guerre ait été connue comme l'une des plus meurtrières de notre histoire contemporaine. Pendant que nous sommes en train de parler à Douala et à Yaoundé de ce Cameroun où les jeunes plongent dans la paresse, où on pointe un doigt accusateur sur ceci, où certains manquent d'éducation, à Moutenguéné, on observe les villes mortes. Cela veut dire que, contrairement à l'idée que l'on essaye de véhiculer ici, dans ce pays, il y a des gens qui ont des valeurs et qui les vivent. La différence entre le Cameroun d'aujourd'hui et le Rwanda d'aujourd'hui, et la différence entre le Rwanda d'aujourd'hui et le Rwanda d'hier, c'est que l'équipe dirigeante avait d'autres objectifs, avait des objectifs différents. C'est-à-dire que si on est passé dans la même société de tueries en masse, et j'ai vu des images de cases où les crânes sont empilés en tas, sur une longue table, et à côté vous avez des bras empilés sur une longue table, ainsi de suite, parce que les charniers étaient tels qu'il était impossible
d'identifier des êtres humains, impossible de leur donner une sépulture. Les bras, les jambes, les têtes, etc. étaient mélangés. Si on est passé de ça à une société aujourd'hui qui est le phare de l'Afrique en 20 ans, c'est parce que le guide suprême, comme aimait s'appeler Muammar Kadhafi, a changé. Et qu'il a changé la direction que prenait son peuple. On peut tourner, hein, on peut effectivement continuer à philosopher. Nous savons très bien que... c'est les autres qui philosophent. Et vous avez le sens de la vérité. Non, mais j'ai dit on, j'ai pas dit vous. En me montrant du doigt. En me montrant du doigt, non, je vous citais. Parce que vous vous souvenez, vous avez dit ça il y a 2 minutes. On peut continuer, c'est pour ça que je me retourne vers vous, parce que je reprends une phrase que j'ai entendue tout à l'heure. La réalité, elle est là. La réalité, c'est que, en tant que peuple, peut-être que nous estimons, que certains d'entre nous estiment encore qu'ils n'ont pas touché le fond. Il y en a qui savent déjà qu'ils ont touché le fond et qui sont déjà en train d'essayer de remonter. Qu'on fasse semblant de l'ignorer ou pas, ils sont en train de remonter. Alors, je n'aurais pas cette lecture des mœurs politiques. Je dirais que oui, pour l'équipe actuelle qui est sur le départ, peut-être que les valeurs sont celles que j'ai entendu décrire tout à l'heure, mais qu'il y a une génération d'hommes et de femmes engagés qui n'ont pas forcément une chapelle politique. Et c'est là que je salue quelqu'un comme vous, madame, parce que finalement, tout cet égoïsme au sens propre a généré chez certains une volonté, par peut-être un équilibre naturel, de revenir vers le mieux. Et j'analyserai les mœurs politiques de notre pays en regardant l'ensemble de la société. Pas seulement ceux qu'on nous montre du doigt, qui vont en prison, qui volent, qui ne volent pas, qui se disputent par réseaux sociaux interposés ou à la télévision, mais aussi ceux qui créent de nouveaux partis politiques, ceux qui s'engagent en politique alors qu'ils avaient le confort d'une vie professionnelle satisfaisante, ceux qui montrent à leurs compatriotes qu'il y a une autre façon d'envisager l'avenir de cette nation et qui ont déjà commencé à le bâtir. Peut-être que quand on acceptera, en tout cas, qu'on accepte ou pas, que certains acceptent ou pas, moi, je crois que l'ensemble du peuple camerounais n'est pas dupe et voit bien et sent bien et vit bien les changements qui sont en cours. Et heureusement. Alors, Marie-Rose, Jean dit enough is enough, il faut arrêter. Michel propose qu'on change de guide pour avoir une nouvelle direction. Vous partagez ces deux lectures-là, vous irez dans le même sens? Je pense que enough, c'est enough. Je veux dire, tous, nous nous rendons bien compte que ceux qui ont dérapé ont dérapé. Et je voulais ici vous lire, si vous m'en donnez l'occasion, excusez-moi, le discours de Paul Biya de 1983 à la jeunesse camerounaise. Et je vais dire, vous devez donc être les corps d'avant-garde du combat que le parti et le gouvernement mènent pour faire prévaloir la santé morale de notre jeune société, portée par la pureté de votre idéal de vie et par le souci louable d'enrichir la société par des rapports nouveaux. Vous devez devenir des exemples entraînants et rayonnants de rectitude morale, d'abnégation et d'intégrité, ainsi que de générosité, de foi dans l'effort, d'audace dans la créativité. Il a dit vous, hein, il ne se sent pas concerné, quoi. Vous, la jeunesse. Il est en train de s'adresser à la jeunesse au mois de février, le 11 février 1983. Alors, vous imaginez bien que la personne qui a dit ceci, quand il regarde aujourd'hui le Cameroun tel qu'il est, il est le premier malheureux. Il est le premier malheureux. Parce que, en fait, il avait une vision qui n'a pas pu être traduite
tel qu'il l'entendait. Et c'est pour ça que je suis désolée quand on dit, oui, des gens qu'on arrête simplement parce que c'est la campagne électorale. Non. Si le président de la République estime qu'il a donné suffisamment de temps à chacun de comprendre pourquoi et comment nous devons servir notre pays, servir notre nation, et que les gens aient eu l'impression que c'était la cour du roi Péto, quand il décide qu'il veut arrêter, encourageons-le à arrêter. Mais ne disons pas, non, il le fait parce que c'est la campagne électorale, etc. Il doit être certainement malheureux. Il peut en tirer les conséquences de ses malheurs. Mais je pense que c'est les conséquences qu'il est en train de tirer. Okay. Oui, je pense que c'est les conséquences qu'il est en train de tirer. Et j'ai expliqué, j'ai essayé d'expliquer, je ne pense pas que j'ai été très clair peut-être, mais j'ai essayé d'expliquer pourquoi nous avons été détruits. Et parce que même ceux qui pensent pouvoir apporter des solutions, moi, pour une anecdote, hein, quand je regarde l'ANEC et je vois le pourcentage de femmes qu'il y a dans cet organe de direction, je ne vois pas quelle leçon le SDF peut me donner par rapport à la parité. Donc c'est pour dire que émettre des idées et sortir des slogans, c'est extrêmement facile. Mais maintenant, quand il faut mettre les choses en musique, des fois on se rend compte que ces personnes-là sont aussi déstructurées que nous-mêmes. Donc, alors faisons attention, nous avons fait des constats, nous voulons gagner le pari de réussir à bâtir une société démocratique et une société prospère. Nous pouvons le faire, nous en avons les moyens, nous en avons les compétences. À l'université comme ailleurs. Évidemment, il y a des brebis galeuses, mais ces brebis galeuses, au lieu de les encourager à continuer parce que c'est le système qui le veut, non, monsieur, le système, s'il t'encourage à voler, si tu n'es pas un voleur, tu ne voles pas. Quand tu es un homme honnête, et je pense qu'on peut faire l'effort d'être honnête pour se regarder droit dans les yeux. Les jeunes qui sont partis là, en prenant les mapanes, ils pensent qu'on va les respecter là où ils vont. Ils ont déjà présenté sur le plan de la moralité des doutes qui, si moi je suis recruteur, je fais quand même attention avant d'embarquer ce type de personnes. Faisons l'effort de nous remettre sur les rails et de sauver notre nation. Et nous ne pourrons la sauver, cette nation. Je suis désolé qu'avec le président Paul Biya. On va donc prendre la transition et se déployer sur le deuxième thème, que peuvent les femmes, s'agissant des crises socio-politiques. On s'arrête là sur cette sagesse de l'honorable Marlise Rose Labelle. Et d'ailleurs, il y a un téléspectateur averti, je ne citerai pas son nom, qui me demande « Et pourquoi bien ne nomme pas les jeunes ?» Mais il y en a de plus en plus. Lui, il est où? Quand j'arrive maintenant dans les réunions, mon fils, il n'y a que les vous là-bas. Je voudrais quand même noter que tout au moins au niveau gouvernemental, le secrétaire d'État à la Défense. Oui. Non, il y a des jeunes. Même dans les délégations régionales, il y a bon, des jeunes. À la Défense, chargé de la gendarmerie. Moins de 45 ans. D'ailleurs, il a donc, reçu... mes félicitations, ça y est, le problème... Non, je veux dire que c'est peut-être le grain de sable à la mer. Le président fait ce qu'il disait qu'il allait faire en 1983. On a un secrétaire d'État. Vous me laissez terminer. Non, je pose une question. Vous me laissez terminer. Et pour terminer, je reprends le rôle de poseur de questions. Je sais pas, je suis bien curieuse de voir où est-ce que ça va nous mener, c'est ce genre de discussion où on parle absolument, on veut faire croire que les jeunes sont les plus, je dis compétents, ça n'a rien à voir avec l'âge, de mon point de vue. Je rencontre beaucoup de jeunes dans le cadre de mon travail. Je peux vous dire que ces beaucoup de jeunes-là, ils mériteraient d'être reformés parce qu'ils n'ont jamais été formés. Pourquoi? Oui, non, parfaitement. Manifestement, non, apparemment. Il y a aussi beaucoup apparemment, il suffit d'être vieux pour pouvoir travailler. Ça n'a strictement rien à voir avec l'âge. Ça n'a strictement rien à voir avec l'âge. Donc, on arrête ces slogans-là. Que peuvent les femmes? En fait, ce deuxième thème a l'avantage d'apporter des solutions. On a pu déblayer l'environnement au cours du premier thème, à travers certainement des exemples précis sur le plan sportif ou à l'université. Maintenant, que peuvent les femmes? Alors, je vais dire que depuis bientôt 2 ans, octobre 2016, et que tout au moins la crise anglophone, un peu plus avant, la lutte contre Boko Haram, pour ne parler que des crises les plus marquantes de ces 5 dernières années qui
qui menacent le Cameroun ou alors qu'elles nous sont confrontées, on n'entend pas beaucoup les femmes, aussi oui les mêmes. Prennent pas toujours le leadership dans la bataille, dans le combat. On ne les voit pas beaucoup au front de la crise. Lors des grandes assises, les femmes n'occupent pas toujours les premiers plans. On a l'impression que soit elles travaillent dans l'ombre, soit elles ne sont peut-être pas intéressées. J'espère que je me trompe. Et mesdames, je voudrais déjà vous demander si vous avez fait le même constat que moi, Yvette Balana. Que peuvent les femmes? Tous vos thèmes se tiennent. Quand nous disons assez, arrêtons, que ça s'arrête, qui met fin? Dans quelle société c'est en bas qu'on a décidé de mettre fin aux choses? Et si vous voulez entendre les femmes, comment est-ce que la société est structurée pour que les femmes puissent intervenir? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans le discours sur la femme au Cameroun aujourd'hui. Je ne veux pas parler de tous les pays africains, parce qu'il y a quelques poches dans les pays d'Afrique de l'Ouest. L'émission est très longue, est très courte pour qu'on s'y arrête, mais je préfère rester au niveau du Cameroun. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Nous avons un ministère qui est intitulé, qui a pour nom ministère de la promotion de la femme et de la famille. Ouais, le mot promotion, nous sommes tous dans la société dite contemporaine. Quand on fait la promotion d'un produit, c'est que c'est à bas prix. Nous y allons tous acheter. On n'a pas besoin de faire la promotion de la femme. Et vous entendez un autre discours sur l'autonomisation des femmes. Mais en même temps, il y a un discours qui fait l'apologie de la soumission des femmes. Et c'est souvent tenu à un très haut niveau, même universitaire. La femme soumise serait la femme vertueuse. Et du coup, on court vers la tradition, vers nos assises culturelles. Il y a tellement d'ambiguïté. Et en même temps, nous voulons nous émanciper parce que nous portons le poids des traditions culturelles qui nous ont écrasés. On ne peut pas parler de l'autonomisation des femmes, c'est-à-dire d'on leur permettre d'avoir voix au chapitre en étant indépendantes par la pensée, par les finances, et véhiculer encore le discours et l'apologie de leur soumission au nom d'une tradition. Moi, je pense qu'une femme soumise, et je ne pense même pas, on peut enquêter parce que la sociologie enquête, une femme soumise est ennuyeuse et dangereuse pour le couple et la société. Parce que ce qu'on ne creuse pas beaucoup, c'est que soumise, la fille soumise veut dire prostituée. Hein? C'est-à-dire qui accepte tout. C'est-à-dire que si votre femme est soumise, vous devez avoir peur. Parce que même le voisin va lui dire, fais telle chose, elle va faire parce qu'elle est femme. Non, une femme n'a pas besoin d'être soumise pour respecter son mari. Non. Le mari a même besoin que la femme lui dise ce qu'elle pense, parce que s'il n'est pas là, que vont devenir les enfants? Donc, ce n'est pas parce que, dans le cadre traditionnel, peut-être la femme s'efface quand s'exerce l'autorité du père, parce qu'elle sait qu'un enfant ne peut pas grandir, s'épanouir et être un citoyen digne de ce nom sans l'autorité de son père. Ce n'est pas parce que cette femme se passe à cet instant T qu'elle est une femme soumise. Donc vous voyez autant de mots comme ça dans le discours public sur la femme, autant de contradictions font que il y a les femmes ont du mal, vous voyez, à prendre en main non pas seulement leur destin, mais leur capacité à infléchir les choses dans l'espace social. Encore qu'on a des organisations politiques un peu calquées mais mal calquées hein, sur ce qu'on peut voir dans nos traditions, les associations féminines qui avaient un réel pouvoir. Et vous avez des partis politiques dits modernes où vous avez un groupe, un coin pour les femmes et un coin pour les hommes. Donc elles sont dans le parti en tant que femmes et non en tant que membres du parti à part entière. Mais est-ce que, même en tant que femme, quand les Allemands arrivent au Cameroun, ils rencontrent des reines camerounaises redoutables. Hein? Donc, même en tant que femme, si le principe féminin compte, elles peuvent participer aux questions politiques. Qu'est-ce qui fait problème? Ce n'est pas la revalorisation. Ce n'est pas de montrer comment on voit le 8 mars, que la femme peut faire les mêmes choses que l'homme, elle peut faire ceci, parce qu'elle l'a toujours fait. Elle a été guerrière dans le temps, elle a été une épouse écoutée, surtout dans un contexte africain où
on croit à l'invisible et on sait que l'ancêtre ne revient qu'en passant par le ventre de la femme. Elle a été une souveraine. Écoutez, qu'est-ce qui fait problème? Le problème, ce sont les mentalités. Et les mentalités commencent, comme je dis, qui change les choses? Ce n'est jamais le bas qui a changé les choses. J'aimerais terminer par un exemple très précis sur les mentalités. Vous savez, le 8 mars passé, nous avions une conférence à l'université dans le cadre des festivités, même si je pense que ce n'est pas une affaire de festivité. On avait une conférence. Voilà un jeune homme que j'ai enseigné. Pendant qu'on parle de parité à l'université, pendant qu'on s'interroge, pourquoi il ne peut pas avoir autant de recteurs? Il y a des femmes capables, il y a des femmes professeurs. J'ai dit toujours, je ne me compte pas. Mais il y a des dames que je vois là, que je respecte, qui sont professeurs. Pourquoi on peut avoir une dizaine d'universités? On a des recteurs, des recteurs hommes. Comment est-ce que ça peut influencer les filles qui vont croire que bon, la femme, elle est toujours là quelque part. On peut prendre une élue et on place quelque part. Pourquoi la parité ne devrait pas être un modèle de gouvernement pour enseigner aux filles que oui, vous pouvez y aller en voyant le nombre de femmes? On pose donc cette question et un étudiant que j'ai enseigné se lève pour dire que quand nous demandons la parité, qui sont ceux qui vont élever les enfants à la maison, faire la cuisine? Ça rejoint quoi? L'histoire selon laquelle la femme doit rester à sa place. Comme disait un monsieur dans un débat, African women, stay where you are. J'aimerais juste poser donc 2 questions. Est-ce que, prenons la jeune fille qui est étudiante à l'université, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, c'est quoi sa place? Donc elle ne peut pas entrer dans un mouvement associatif de l'université, dans un syndicat estudiantin et entendre briguer des postes. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Aller faire la lessive et la cuisine de son camarade étudiant pour que lui il avance? Que fait la femme de mon âge, qui a plus de 40 ans, qui a fait ses maternités, qui peut s'engager, pas toujours dans un appareil, parce que je crois que je suis engagée, dans un syndicat. Elle doit rentrer où? Faire la cuisine, attendre son mari pour faire des enfants. Que fait donc finalement? Quelle est donc la place de la femme qui a dépassé 50 ans, 60 ans, qui a élevé tous ses enfants, qui a des petits-fils? Sa place, c'est où? Et pour terminer, cette vision-là est désastreuse pour nos hommes. On fait croire que les hommes camerounais sont des gens qui sont comme les anciens rois des cours, et pas toutes les cours du Cameroun, qui passent leur temps, comme disait un chercheur anthropologue, aimer, danser, faire l'amour. Donc, la femme doit rester à la maison et attendre ces messieurs qui n'ont pour travail que de manger, de faire l'amour et de faire les enfants. C'est désastreux. Et tant que ce discours politique-là n'est pas unifié, les femmes ne peuvent pas véritablement. Je demanderai à Marlise Rose, est-ce que les femmes se sont réellement appropriées ces questionnements, ces débats, ces combats que nous sommes en train de mener dans notre environnement? Oui, je crois que les femmes sont très préoccupées. Elles sont très mobilisées. Toutes les couches sociales, féminines, sont mobilisées. Et on le voit bien le 8 mars. Qu'est-ce qu'elles font le 8 mars? Ça dépend un peu du niveau d'engagement des unes et des autres. Mais toujours est-il qu'elles ont cette envie de se mettre en scène et de montrer qu'elles sont là et qu'elles veulent dire des choses et tout. Je pense que la politique doit absolument mettre en place un système de gouvernance qui intègre la parité. Pourquoi? Pas parce que nous pouvons faire tout ce que l'homme peut faire, non. En psychologie différentielle, on sait que nous n'avons pas tout à fait les mêmes habiletés ou les mêmes capacités. C'est diversifié à des choses. C'est pour ça que les étalonnages existent. Quand vous passez un test à une personne, quand vous voulez savoir comment elle se situe par rapport à sa population, vous allez dans les étalonnages et en général, on vous met les étalonnages pour femmes et hommes. Voilà. Donc, nous n'avons pas tout à fait. Mais par contre, nous devons être partenaires pour bâtir le monde. Parce que si nous ne sommes pas partenaires, il y a des tas de préoccupations qui sont plutôt dans l'environnement de la femme, qui ne seront jamais prises en compte, parce qu'elle n'est pas là où les choses se décident. Donc, moi, je pense qu'on doit faire un effort pour que le nombre de femmes dans la prise de décision soit de plus en plus élevé. C'est capital. Deuxièmement, l'éducation. C'est important d'être éduqué parce que nous sommes les premiers éducateurs au sein de nos familles. Alors, si nous ne sommes pas éduqués, si on peut pas compter sur nous pour donner
une éducation aux enfants qui en fasse des citoyens capables de porter, j'allais dire, de porter le développement. Parce qu'un citoyen, c'est quelqu'un de conscient qui sait qu'il a des choses à faire pour son pays, mais on le lui apprend. Parce qu'on lui apprend à dire bonjour le matin quand il se lève, à dire merci, à être propre, parce que même l'hygiène corporelle, c'est la maman qui l'apprend à l'enfant. Donc une femme éduquée est très importante dans la société. Maintenant, politiquement, les hommes ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts parce qu'ils sont d'abord des hommes camerounais, africains, les hommes du monde. Et vous verrez qu'ils acceptent très mal l'autorité d'une femme. Je peux être dans 1000 réunions, aucun homme ne fera allusion à ma présence. Hein. Si c'est moi qui représente le Parlement est absent. Dès qu'un collègue homme est là, on fait allusion enfin pas allusion, on le présente. Et pour les femmes, le protocole est toujours gêné. Quand un homme arrive avec son épouse, même si son épouse est une femme, j'allais dire modeste, sans diplôme ou je ne sais pas quoi, ben, on sait exactement où faire asseoir la femme de monsieur le délégué. D'accord? Mais quand madame, le député arrive avec son mari, l'embarras est là tout de suite, on ne sait pas où le mettre et on sent bien que tout le monde est embêté. Donc je ne pense pas qu'ils le font exprès, c'est parce que l'éducation reçue leur dit qu'une femme accompagne un homme. Un homme n'accompagne pas une femme. Et c'est pour ça que je reviens à l'éducation de la femme. Quand la femme est donc une femme consciente, quand elle élève son fils, elle en fait un he for she, c'est-à-dire un homme qui est capable de comprendre qu'une femme éduquée, une femme qui participe au développement de son pays, une femme qui participe à la décision, c'est une bonne chose pour un pays. Jeanne Soga, pour reprendre la même question, est-ce que les femmes se sont véritablement appropriées les problèmes que nous vivons? Moi, je suis d'une famille où on considère que l'homme est un pôle de l'humanité et la femme l'autre. Je suis très gênée par cette approche qui consiste à dire, à toujours, je veux dire, à perdre du temps à regarder ce que font les hommes, alors qu'on devrait, je veux dire, s'atteler à s'organiser pour faire face à ce que nous devons prendre comme obligation. J'ai aussi appris par ailleurs que le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Si les femmes pensent que des hommes, quelque part, vont s'asseoir et décider qu'ils concéderont aux femmes des subsides de pouvoir, eh bien, elles se trompent, parce que ça n'arrivera pas avant très très longtemps. Il faudrait vraiment un cataclysme pour que cela survienne. Il faut donc que les femmes s'organisent, non pas par rapport aux hommes, mais par rapport à elles-mêmes, parce qu'elles sont la réponse à un certain nombre de questions, et je pense même qu'elles peuvent apporter des réponses à toutes les questions, au même titre que les hommes. Ces questions de talonnage, etc., on pourrait discourir là-dessus assez longtemps, parce que personnellement, moi je suis chef de mon entreprise, je suis le directeur général d'une entreprise, et je la gère, non pas en me disant que je suis une femme, mais en me disant que je suis un chef d'entreprise qui a des obligations et qui doit y faire face, qui doit s'atteler à répondre aux obligations réglementaires, qui doit s'atteler à fixer des objectifs, s'atteler à accompagner ses collaborateurs pour qu'ils les atteignent. Voilà la problématique à laquelle je réponds. Je ne me positionne pas par rapport à une autre entreprise lambda qui est dirigée par un homme. C'est pas ma préoccupation. Par contre, lorsque je rencontre des difficultés sur mon cheminement et que je me rends compte qu'en fait ou les difficultés que je rencontre sont dues au fait de mon genre, au fait que j'appartiens à mon genre, eh bien, j'essaye non pas de me positionner en tant que victime, mais en tant que partenaire. Je considère que les hommes sont nos partenaires et que nous devons les considérer comme tels et pas plus que cela. Je suis d'accord avec le professeur qui disait tout à l'heure que tout est fait comme si on devait cantonner la femme dans un rôle secondaire et même tertiaire, parce que je ne sais même pas finalement, j'ai l'impression que dans certaines sociétés, le chien vient avant la femme. Et c'est parce que les femmes laissent ce genre de choses se faire. Je n'entends pas personnellement continuer à alimenter le discours qui veut que oui, les hommes aussi. Non, les hommes n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Les femmes doivent s'organiser pour le faire. Et pour répondre à la question que Monsieur le député nous a posée, à savoir que peuvent les femmes, elles peuvent tout. Elles peuvent tout. Les femmes peuvent
gouverner le Cameroun, les femmes peuvent prendre en main les affaires, les femmes peuvent décider aujourd'hui, maintenant, que les choses changent, et elles vont changer. C'est parce que les femmes perdent du temps à épiloguer sur ce que les hommes pensent, qu'ils vont penser, ce que la société pense, qu'elles ne s'organisent pas pour apporter les réponses qu'il faut. Les femmes peuvent tout, exactement, à tout. Elles peuvent apporter toutes les réponses à tout ce qu'on veut. Michel, c'est la même question. J'ai envie de dire qu'une chose qui me manque dans ce discours, et c'est vrai qu'il est assez rebattu sur... Une chose qui me manque, c'est que premièrement, je trouve qu'on ne parle pas suffisamment des femmes engagées, qu'on fait comme s'il n'y en avait pas, et que nous étions tous en train d'attendre que les femmes commencent à s'engager, et que je trouve symptomatique qu'une femme engagée dise qu'elle attend que les femmes s'engagent. Je pense que c'est beaucoup, c'est dommage, parce que ça entretient justement chez celles qui ne sont pas encore engagées l'idée que, comment dirais-je, on constate le statu quo. Et cette façon de constater le statu quo entretient la situation dont nous ne voulons pas. La deuxième chose qui me manque, c'est que je trouve que le discours sur la participation des femmes en politique nie un peu trop, et là je rejoins ce que l'honorable disait, la spécificité féminine. La scène politique est une scène par essence extrêmement conflictuelle, où les coups bas semblent permis, où l'honnêteté ne semble pas de mise. Et c'est une scène qui, pour ces raisons-là, écœure beaucoup d'hommes, mais écœure encore plus de femmes. Les femmes ont une tendance naturelle, je crois que Madame est spécialiste, donc elle le confirmera par rapport aux études qui ont été faites. Elle a une tendance naturelle à respecter plus volontiers les règles. Elle a une tendance naturelle à être plus dans la négociation que dans l'affrontement. Donc, il y a moins de femmes, par exemple, qui sont attirées par les jeux de guerre, ou moins de filles, même en enfance, même quand vous ne les interdisez pas. Si vous posez des fusils et que vous posez des poupées, même sans avoir indiqué à l'un avec quoi il pouvait jouer, etc., une bonne partie, et ce n'est pas une règle absolue, des garçons vont aller vers des jeux de combat, de mesure de leur force physique, etc., alors que une bonne partie des femmes vont aller, des jeunes filles vont aller vers des jeux de collaboration, de partage, etc. Ces qualités, pour les transposer en politique, telle que la politique apparaît aujourd'hui, c'est compliqué, parce qu'on ne parle pas suffisamment de ce à quoi elle sert à la communauté. On parle beaucoup trop de ce à quoi elle sert à celui qui devient un homme politique. C'est-à-dire que la gloire au bout, c'est d'être président de la République, député, sénateur, membre du conseil régional et que sais-je encore. Or, pour une femme, ce qui serait intéressant, et c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés, c'est de voir enfin être adopté le code de la famille, qui revoit la définition du chef de famille, qui revoit les pouvoirs respectifs de l'époux et de l'épouse dans le cadre de la gestion de la famille. Ce qui est intéressant pour une femme, c'est d'avoir un texte c'est de comprendre qu'en devenant députée, elle influe sur les choix des endroits où vont être situés les centres de santé, où elle va accoucher, sur le budget qui est alloué pour les salles de classe. Et quand nous allons plus souvent mettre en avant ces aspects de la politique qui sont pourtant ce à quoi elle sert en principe, on va avoir plus de femmes que ça intéresse. Maintenant, je voudrais finir en disant que personnellement, ça me heurte la classification que l'on fait, et je trouve qu'elle a été un peu trop rapidement importée des sociétés occidentales, entre les tâches ménagères et les tâches intellectuelles et les tâches de bureau et les tâches politiques. Je ne sais pas au nom de quoi on dit que faire la cuisine est un rôle subalterne. Il se trouve que certaines d'entre nous aiment faire la cuisine et bien nourrir leurs hommes. Et je ne comprends pas pourquoi on persiste à dire que dans une société, ça, c'est être relégué. Alors que c'est être une personne valable et un bon élément de la société que d'être professeur agrégé ou ministre. Je suis désolée, ce n'est pas vrai.
les uns et les autres sont utiles. Ce qui est important dans la société que nous voulons créer, ce n'est pas qu'on ait absolument 50% de femmes ministres. C'est que l'on ait absolument toutes les femmes qui veulent devenir ministres ouvertes à cette possibilité. C'est-à-dire que l'on crée absolument la possibilité pour les meilleurs, quels qu'ils soient, de devenir ce qu'ils ont envie d'être. Autrement, on refait le monde. Mais bien sûr, et nous sommes là pour ça. Nous sommes autour de cette table pour le refaire, le monde. Si nous étions satisfaits de la façon dont le monde tourne et évolue, nous ne nous serions pas engagés, qui en politique, qui dans le syndicalisme. Oui, non, pour aller dans le sens de Maître Ndoki, c'est un débat qui va être permanent et pour longtemps, puisque nos statistiques à nous ne sont même pas si défavorable que ça, hein, que ce soit en Afrique, en termes de la représentation de la femme. D'accord. Et même, je veux dire, même dans le monde, les mêmes questions sont récurrentes, même en France, en Occident. Il y a combien de femmes préfets en France? C'est parce que le monde change, et quand le monde change, les rôles et les statuts doivent évoluer, et souvent, on freine cette évolution parce qu'on veut continuer à garder, les hommes veulent continuer à garder j'allais dire une place prépondérante dans la société. Mais les hommes ne peuvent être heureux qu'avec les femmes. C'est pas possible autrement. Je sais pas, vous imaginez un monde sans femmes? La nature a certainement fait les choses. Peut-être pas lui, mais... Alors, venons-en au cas concret. J'ai 4 dames, moi je vais pas aller plus loin. Quelles sont les propositions que vous apportez, je vais peut-être me redire, vous proposez pour sortir notamment de la crise anglophone? Parce que là également, c'est l'un des prétextes du thème de ce soir, Yvette. Bon, moi, je ne vais pas directement parler de la crise anglophone. Vous êtes enseignante, on peut dire que vous étiez au départ de la crise et les enseignants parlé, je crois, à 3 ou 4 émissions sur votre plateau. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'elle a dit. Il faut parler des femmes engagées. Et je voudrais, avant de revenir sur le débat proprement dit, m'acquitter d'une dette qui est une dette morale importante. Parce que si je me retrouve aujourd'hui dans l'espace médiatique, ce n'est pas par hasard. Il faudrait quand même que je dise quelles sont les femmes qui m'ont inspirée ou quelle est la femme camerounaise qui m'a inspirée. Parce qu'elle a dit qu'il faut parler des femmes engagées. Donc je ne vais pas parler de ma mère, c'est très privé. J'aime pas beaucoup quand on entre dans ma vie privée parce que c'était la première qui dit non. Quand il faut dire non, que tu sois un blanc ou un colonel, puisque son mari était dans l'armée, quand il t'a dit non, mais tout en étant respectueuse. N'a-t-on pas dit d'elle qu'elle n'était pas soumise? Quand elle disait non au chef de famille, par exemple? Non, au chef de famille, les femmes dans nos sociétés traditionnelles utilisent le pouvoir à plusieurs entrées. C'est qu'on a trop catalogué les choses. Vous savez, quand vous rencontrez une civilisation, elle veut vous dominer. Elle touche là-haut. Ce qui est le pilier chez vous, c'est la femme. Dans une société africaine, on ne le dit pas beaucoup. C'est la femme. Ce que je voudrais dire, elle ne dit pas non, comme ça, au chef de famille, non. Elle exerce ce pouvoir discrètement, le pouvoir d'épouse et de mère. Mais cela n'exclut pas, comme elle disait tout à l'heure pour les femmes ministres, qu'il y a d'autres femmes, reines, qui exprimer leur point de vue de manière ouverte. Il ne faut pas qu'on dise les femmes africaines comme s'il y avait un parti politique unique des femmes africaines. Non, l'épouse savait comment... Moi, je suis épouse. Je ne peux pas dire à la télévision, à mon Dieu Vision, que j'ai dit à mon mari comme ça, non, fous-moi le camp devant tout le monde. Non, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est une parenthèse. Donc, je dis ceci... il y a une dame dans l'espace politique camerounais, je ne l'ai jamais rencontrée, malheureusement, j'espère un jour, Harriet Ekwe. Comme ça, j'ai connu son histoire, très jeune étudiante, et ça m'a marqué. Bon, il n'y a plus la forêt de l'UPC, il n'y a pas ceci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ressembler à une dame comme celle-là? Je ne la connais pas, mais c'est la nation. Elle n'est même pas du même clan que le mien. Je me disais, mais dans mes études de littérature des civilisations africaines, j'ai tellement vu les reines sur papier. La reine Mimbo dans l'Ombam, la reine Cécile qui a fait face aux Allemands. Mais enfin, j'avais une femme physique dont on parlait du parcours.
Et donc, je lui rends hommage aujourd'hui parce que je ne pense pas que je me serais engagée autant sans avoir connu des figures comme celle-là. Maintenant, moi, je vous dis, qu'est-ce qu'on peut proposer au-delà de la crise anglophone? Moi, je dis toujours, c'est pas du pessimisme, mais moi, les générations, la mienne et celle d'avant ne m'intéressent pas beaucoup. Moi, les générations qui m'intéressent, ce sont les générations qui sont encore à l'école primaire, à la maternelle, filles et garçons. Comment faire pour les éduquer de telle sorte que les mentalités admettent que même dans les sociétés d'hommes, même dans les sociétés patrilinéaires, la question de la différenciation des sexes ne pesait pas beaucoup. C'est-à-dire que la femme comme une personne bizarre, à part, ça ne pesait pas. Pourquoi? Chaque fois qu'il y avait d'évolution du pouvoir, on regardait l'homme qui est là. S'il n'a pas de capacité, c'est la femme qui prend les rênes. C'est écrit dans nos livres d'histoire, d'anthropologie. Et quand cette femme-là prenait les rênes du pouvoir, j'espère que vous allez nous offrir une émission particulière pour ce type de sujet, après elle, se succédaient plusieurs autres femmes sur des décennies. Donc, nos ancêtres n'ont pas véritablement, même si c'était des sociétés d'hommes, comme on aime les présenter, ils admettaient, comme disait Maître tout à l'heure, que quand la femme peut diriger, parfois sur une lignée où il y a 3 garçons alignés, il dit c'est notre sœur là, c'est elle qui peut diriger. Donc la différenciation des sexes ne pesait pas tellement et c'est pour cela que les exemples qu'elle a pris sont les exemples de la société contemporaine, les exemples de socialisation de la femme qui va vers le fusil et l'autre qui va vers la poupée, c'est contemporain. La femme qui vit, qui grandit dans la forêt, elle va à la chasse, elle va à la pêche, elle domine les garçons. Et c'est pour cela que nos ancêtres, n'étant pas dans cette civilisation de différenciation, n'hésitez pas à dire, c'est ma fille là, elle ne se mariera pas. C'est elle qui prendra les rênes de la chefferie, du lignage ou du clan. Pourquoi ne pouvons-nous pas, dans le processus de construction de notre identité, nous réconcilier avec ces façons-là pour éduquer les filles de l'école primaire, de la maternelle et surtout les garçons de la maternelle, de l'école primaire, pour qu'ils sortent de cette vision coloniale de la perception de la différenciation des sexes dans le champ politique. Et là, je reconnais en vous l'anthropologue qui surgit. Alors, j'ai un peu revenir sur les solutions, les propositions. Pour la proposition des femmes, je ne vois pas beaucoup dans ce débat. Pourtant, elles parlent. Elles essayent d'obtenir des résultats, malgré le fait que, cette fois-là, je vais peut-être verser dans la sinistrose ambiante, qui consiste à dire que les hommes sont de véritables freins. Moi, ce que je vais dire, c'est que la solution passe par le dialogue, on l'a dit, répété, etc., mais vraiment par un vrai dialogue avec les bonnes personnes et par la résolution, on va dire, des problèmes collatéraux que cette crise a créés. Il faut résoudre ces problèmes. Il faut effectivement mettre sur pied, on va dire, un dialogue constructif. Pas un dialogue comme on le voit avec quelques membres du gouvernement qui descendent et qui font foule autour d'eux avec des membres de famille, etc. C'est pas le but. Le but, c'est de véritablement mettre autour d'une table des personnes ressources capables d'aider à la résolution de ce problème-là. Évidemment, comment dire ça, l'utilisation de la langue ou alors la vulgarisation de la langue est un problème qu'il va falloir résoudre. Il va falloir que nous puissions autour de cette table nous exprimer indifféremment en anglais ou en français sans que cela ne pose véritablement problème et sans qu'on ait honte à la limite de se tromper, parce que tout compte fait, toutes ces langues importées peuvent nous être, on va dire, difficiles à l'acquisition, mais il faut qu'on affronte cette difficulté-là. Il faut qu'on accepte de le faire, de franchir le pas. De mon point de vue, c'est un gros handicap. Je le vois au quotidien dans l'environnement professionnel dans lequel j'évolue. C'est un gros problème, il faut qu'on le résolve. C'est-à-dire qu'à la limite, quand vous convoquez une personne qui s'exprime en langue anglaise, elle est surprise. C'est-à-dire elle est surprise que vous vous intéressiez à elle. Je trouve que c'est un complexe qu'il faut absolument combattre, parce que si nous vivons dans cette nation que nous avons voulu bilingue, je suppose que
mis à part les problèmes de 1961, de référendum, etc., je ne veux pas m'y intéresser, je veux qu'on avance. Je dis, c'est parce que nous avons pensé que nous pouvions cohabiter. Me rendre compte qu'en 2018, vous convoquez des jeunes, vous les choisissez sur la base d'un CV que vous lisez, qu'ils ont écrit en anglais, parce que vous le lisez, vous le comprenez, vous les convoquez pour les compétences qu'ils décrivent. Et ils sont surpris de constater qu'en face d'eux, ils ont une francophone, une personne qui parle comme première langue le français. Moi, je me suis dit, en réalité, le problème, il est commun à tous les Camerounais. Ce n'est pas un problème de francophones, c'est un problème de Camerounais. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore compris que nous pouvons exister ou coexister en parlant chacun sa langue sans que cela ne pose problème. Il faut en arriver là. Il faut revenir aux années 70-80 où dans les amphithéâtres, on distillait des cours indifféremment en anglais ou en français. Tout le monde est passé par cette période. Enfin, les gens de ma génération prenaient leurs cours en anglais phonétique et quitte à aller voir des camarades de fac après pour se faire traduire, pour se demander que ce mot-là que j'ai écrit en phonétique, ça signifiait quoi. Ça nous permettait de nous familiariser à la langue anglaise et ça permettait aux enseignants de langue anglaise ou qui enseignaient en langue anglaise de s'exprimer sans complexe, sans avoir besoin de traduire leurs phrases. J'en ai connu dans mon parcours qui n'ont fait que leurs cours en anglais et ça n'a jamais posé de problème. J'ai connu des étudiants anglophones qui venaient à l'université de Yaoundé à l'époque, il n'y en avait pas autant que maintenant, qui venaient et qui prenaient leurs cours en français de la même manière, c'est-à-dire en prenant les cours en français. Dans mon département, c'est comme ça. Il faudrait qu'on en arrive là. Il faut absolument mettre l'accent sur la vulgarisation de ces langues-là pour résoudre le problème, on va dire briser le verre, on va dire quoi, comment on appelle ça, la glace, pour faciliter les échanges. Et moi, je veux le dire, c'est une grosse préoccupation. Il faut véritablement mettre autour d'une table les acteurs véritable de cette affaire-là et discuter avec eux, résoudre les problèmes là où il y en a, peut-être chérir au fond de son cœur une nation unique et indivisible. Bon, je veux dire, unie, indivisible, tout ça, c'est bien, mais il faut passer par la persuasion. Il faut apprendre à persuader l'autre que l'on a raison et non pas rentrer dans des conflits armés où des enfants meurent parce que finalement, moi j'ai toujours dit que les militaires qui meurent, c'est le métier qu'ils ont choisi. Par contre, les enfants qui meurent, c'est des dégâts collatéraux inacceptables qu'il va falloir, une bonne fois pour toutes, arrêter de sacrifier. Voilà, la proposition que je fais, alors si j'avais une suggestion à faire, c'est que véritablement, les politiques, tous les politiques, quelle que soit leur obédience, quel que soit le bord auquel ils appartiennent, mettent la pression pour que cette affaire-là soit résolue. Parce que jusqu'à présent, je l'avoue, en dehors de Facebook, où, on va dire, des personnes ressources, militantes dans les partis politiques s'expriment, on n'a pas beaucoup entendu les politiques s'exprimer véritablement, de façon tranchée, de façon incisive, de façon insistante. On ne les a pas entendus. C'est vrai que sur les plateaux télé, chaque fois on propose un sujet de discussion autour de la question anglophone, il y a 3-4 personnes qui échangent et qui s'engueulent et qui ceci et qui cela, mais en réalité, la pression politique, je ne la sens pas encore. Et il va falloir quand même qu'on y pense. Alors moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que, vous voyez, nous sommes des personnes politiques. Et c'est justement là que je souhaiterais nous interpeller. Parce qu'en tant que personne politique demandant une place égale dans l'arène politique, nous disons qu'il faudrait que ce serait bien que les personnes politiques se saisissent de ce débat. Alors que ces personnes politiques, ça peut très bien être nous ne sommes pas moins bien placés que les autres. Alors, une chose que je remarque quand moi je suis sur des plateaux télé, c'est que c'est beaucoup plus détendu et beaucoup moins agressif quand il y a des femmes sur le plateau que quand il y a des hommes. Et je le gardais pour la fin, il y a un téléspectateur qui le signale d'ailleurs. Voilà. On crie moins ce soir. Exactement. Donc, pourquoi personne ne nous bride? Mais n'empêche que nous avons cette tendance naturelle, comme je vous dis, au-delà de nos chapelles politiques, à être dans la conversation, dans l'échange et dans le partage, plutôt que dans la confrontation d'opinions et dans le qui c'est qui gagne.
Et cette capacité est essentielle dans la résolution de la crise aujourd'hui. Donc moi, j'ai envie de vous inviter, que ce soit Madame le député ou Madame Soga, à ce que nous travaillions ensemble. Et je crois qu'en cela, je suivrai une autre grande femme de la politique camerounaise, je pense à Edith Kabanwala, à travailler ensemble pour résoudre, pour créer l'espace de dialogue que ces messieurs n'ont toujours pas réussi à créer, alors que cela fait plus d'1 an qu'on leur explique que c'est nécessaire. Je crois que le rôle que les femmes peuvent jouer dans la résolution de ces crises, c'est justement de prendre les choses en main, parce que nous ne voulons plus voir nos enfants mourir bêtement. Et je pense, quand je dis ça, aussi bien aux enfants civils qu'aux enfants militaires. Parce que bien que ce soit leur métier, nous ne les mettons pas au monde pour qu'ils aillent mourir dans un conflit dont aucun de nous ne comprend les tenants et les aboutissants. Il s'agirait de quelque chose dont nous comprenons l'intérêt. Ça serait différent. C'est la première fois quand même que dans l'histoire de notre pays, on assiste à une guerre fratricide. Il y a eu des guerres par le passé. À l'époque, on essayait tous, en tant que peuple, et d'un côté et de l'autre du Mungo, de devenir un pays indépendant. En tout cas, c'est le rapport que moi j'ai reçu. Je n'étais pas là. Aujourd'hui, nous avons des Camerounais qui tirent sur d'autres Camerounais, et je ne suis même pas certaine, ou plutôt j'ai le sentiment, parce que j'ai écouté les uns et les autres, c'est-à-dire des militaires et des civils, entre guillemets, je n'ai pas eu le sentiment qu'ils comprenaient très bien pourquoi ils se tiraient dessus. C'est quelque chose que nous pouvons changer, nous les femmes, et je crois que nous devons saisir l'opportunité que vous nous avez offerte en étant réunis ici, pour, de manière très concrète, établir les bases d'une action conjointe au-delà de nos chapelles politiques, parce que nous, ça ne nous gênerait pas d'établir donc des bases pour créer l'espace de dialogue qui manque aujourd'hui à notre nation. Marlise Rose. Oui, il y a une très belle chanson d'un artiste anglophone qui me touche beaucoup. Chaque fois que je l'entends chanter, je suis vraiment touchée, où il dit « Cameroun, Cameroun, Mboasoué, Cameroun, 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 Mboango et Cameroun ». Quand on en arrive là, quand on en arrive à chanter, en tout cas quand moi, une bantou, j'en arrive à chanter, c'est que j'avoue que je n'ai pas d'armes. Et je pense pouvoir toucher les autres, l'affect chez l'autre. Je voudrais pouvoir toucher l'autre en lui disant, écoutez, c'est quand même une très grosse bêtise. C'est une très grosse bêtise qu'on se soit retrouvé dans cet imbroglio. Il y a des intérêts qui sont en jeu, ça c'est clair. Tout le monde connaît l'histoire du delta du Niger. Ça, tout le monde le connaît. Et tout le monde sait aujourd'hui que ce conflit a beaucoup à voir avec l'histoire du delta du Niger. Donc, c'est des problèmes de gros intérêts. Et la partition qui est demandée par les Ambazoniens avait un but précis, celui de se tailler un peu dans le triangle national, un morceau qui pouvait leur permettre de... je sais pas, de vendre à qui, de donner à qui, je ne sais pas. Donc, à la base, il y a un gros problème d'intérêt. Évidemment, ça a commencé avec les revendications des différents corps. Et on sentait bien, comme c'était un truc de poupée russe, que chaque fois qu'on avait l'impression qu'on allait vers la solution, ça se compliquait. Eh bien, ça se compliquait pourquoi? Parce que ces revendications servaient de mèche pour que ça prenne. Et chaque fois qu'on avait l'impression qu'on allait vers la résolution, il fallait créer une situation de blocage. Voilà, on est donc arrivé là où nous sommes maintenant. Et vous avez raison quand vous dites que on n'a pas vu les femmes. Effectivement, on n'a pas vu les femmes. Que ce soit les femmes des églises, parce qu'elles prient tous les jours, elles chantent tous les jours, et on pouvait imaginer, par exemple, que les dirigeantes camerounaises, des différentes confessions religieuses, décident de se retrouver pour
dire quelque chose, pour dire qu'elles ne veulent plus de cette guerre, qu'elles ne comprennent même pas cette guerre, qu'elle n'a pas de sens. On n'a pas vu ça. Les politiques, silence radio. Effectivement, silence radio, bon, on s'exprime sur les plateaux de télé et tout, mais concrètement, qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire, Maître Ndoki? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller à l'encontre? Parce que de l'autre côté, c'est-à-dire dans les deux régions anglophones, il y a plusieurs types de, j'allais dire catégories de personnes, des personnes qui sont comme nous et ne comprennent pas grand-chose, pourquoi on en est arrivé là. Et puis, il y a ceux qui pensent que non, nous avons suffisamment été brimés et nous voulons qu'aujourd'hui soit reconnu que nous sommes des Camerounais à part entière et nous voulons le faire savoir et le faire valoir, etc., par le fédéralisme. Et il y a le troisième groupe qui dit non, de toute façon, nous, on a tellement attendu qu'aujourd'hui, nous voulons devenir un pays différent du Cameroun. Bon, si on pouvait déjà au moins rencontrer les deux premières catégories, parce que les autres sont quand même un peu extrémistes. Et je me dis que si on arrive déjà à parler avec ceux qui sont dans les deux premières catégories, comme des femmes capables de raisonner les hommes, à un moment donné, l'Ambazonie ne peut pas se battre contre le Cameroun. C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Je veux dire non, je veux dire que déjà, par rapport aux moyens, je ne pense pas que l'Ambazonie ait les moyens d'attaquer le Cameroun et de gagner une guerre contre le Cameroun. Donc, il vaut mieux, à mon avis, pour ces personnes, qu'on les amène à comprendre que s'ils ont des attentes, s'ils ont des préoccupations, qu'ils reviennent les poser sur la table. La guerre ne solutionnera rien. Ce sont nos enfants qui mourront de part et d'autre, comme on l'a déjà dit ici. Nous n'avons aucun intérêt à ce que ça continue. Maintenant, il y a le gouvernement qui a une stratégie et qui mène sa stratégie. Mais autour du gouvernement, il faut que des facilitateurs, il faut que des personnes se lèvent pour essayer d'apporter une solution pacifique. Parce que même si on doit gagner une guerre, à quel prix? On va la gagner à quel prix? On aura perdu. Et on la gagne contre qui? Et on la gagne contre qui? Oui, d'accord. Moi, je pense que Michel a fait une proposition. Enfin, elle a fait une proposition qui me semble être intéressante, surtout qu'elle permet que des personnes ressources se retrouvent et adressent de façon, comment dire ça, significative et concrète leur interpellation à qui de droit, parce que tout compte fait ici au Cameroun, nous avons un président de la République, c'est quand même lui qui dirige cette affaire-là, c'est à lui qu'on s'adresse pour lui dire écoute, ça suffit, c'est tout. Et ce sont des femmes qui peuvent s'asseoir et rédiger ce qu'il faut, parce que nous avons les moyens intellectuels de le faire, rédiger ce qu'il faut pour qu'ils comprennent que ce n'est plus une affaire de parti, ce n'est pas une affaire de région anglophone ou de région francophone, c'est une histoire de Camerounais et de Camerounaises, et surtout de Camerounaises qui sont concernés parce que c'est nos enfants qui meurent. Nous, malheureusement, comme le disait le professeur, nous avons en plus de devoir faire la cuisine, d'être relégués à jouer les groupes de danse dans les parties. Nous avons en plus la contrainte et la responsabilité de mettre au monde des enfants et de s'assurer qu'ils sont en bonne santé pour devenir des ministres comme elle demain. Parle. Oui, non, c'est vrai. Mais qu'on ne dise pas, voilà la place, parce que quand vous avez fini de faire ça, vous... Alors, moi, je voudrais poser une question à Madame Soga. Madame Soga, moi de même. Je voudrais comprendre un peu. Professeur, je vous laisse la parole après. Je voudrais comprendre, à supposer donc que son idée m'a aussi touchée. J'ai juste voulu développer aussi ce que j'avais dans le cœur. Et à supposer qu'on se mette donc ensemble et qu'on fasse une lettre au président de la République. Un mémorandum au président de la République. Est-ce que vous pensez que cette action va contribuer à dénouer... Elle devrait. Par ailleurs, nous avons eu d'autres problèmes. Moi, je me souviens que dans les années 90,
le peuple camerounais était dans la rue. Il a bien fallu que des politiques se lèvent et disent que, et même des membres de la société civile se lèvent et disent que non, mais nous, on va commencer à interpeller le politique qui dirige ce pays, et on leur a adressé des mémorandums. Et vous avez bien vu que, d'une certaine manière, même si ça n'a pas satisfait tout le monde, il y a quand même eu des actions concrètes qui ont été menées. Et nous devons prendre cette responsabilité, puisque manifestement, rien n'est fait. Les hommes sont débordés. Hein, voilà. Le professeur le disait, là, ils sont débordés. Moi, je voulais dire juste de manière très concrète, pour répondre à la question et en quelques secondes, que je pense effectivement à quelque chose de très concret. Je crois que très concrètement, on peut prendre la voiture et aller à la rencontre des femmes, parce qu'il y en a en Amazonie, et discuter avec elles de ce qu'elles pensent de la situation. Dans les régions. Oui, non, on sait très bien de quoi on est en train de parler. On sait très bien. Et puis bon, si nous étions des sécessionnistes, on serait au courant quand même. Donc, je crois que nous pouvons nous rapprocher de femmes de bonne volonté. J'ai cité, il y a des femmes d'ailleurs, des femmes politiques qui se sont déjà levées pour appeler à ce dialogue, pour interpeller le président de la République. Mais plus nombreuses nous serons, et moins ça sera facile de nous ignorer. C'est tout. Donc il faut aller vers nos compatriotes du sud-ouest et du nord-ouest et leur demander si elles ne veulent pas participer à cette initiative de femmes et de mères qui disent maintenant, il suffit, vous vous asseyez et vous discutez parce que nous en avons assez de vos bêtises. Concrètement, non, de manière abstraite, parce qu'il ne s'agit pas que de bêtises. Alors, et Michel, je crois que tout le monde est d'accord. Il y a une dame qui intervient, bon, j'ai eu le malheur, j'ai mon téléphone ouvert et qui dit que, oui, les femmes, il faudrait qu'elles aient l'autorisation de se réunir pour le faire. Moi, je voudrais dire qu'en réalité, lorsqu'on pose un acte, on va dire, de détresse? Non pas un acte de détresse, mais un acte salutaire pour son pays. On ne s'embarrasse pas de savoir quelle est la procédure, comment on va le faire. On le fait. Et je pense qu'aucun politique sensé ne peut interdire un rassemblement de femmes allant dans le sens de la demande de la résolution de cette crise. Parce que cette crise n'arrange personne. Ni les caisses de l'État, ni les politiques qui sont à la tête de cet État, ni les politiques de l'opposition. Personne n'est arrangé. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on nous interdirait d'aller dans le sens de la résolution de cette crise. Et avant de passer la parole, j'ai d'ailleurs dit bonsoir au docteur Viviane Mondoa, puisqu'il s'agit bien d'elle, qui est d'ailleurs une femme engagée dans le débat public et qui, à l'occasion, apporte effectivement de temps en temps ses propositions aux résolutions des crises. Donc, rendez-vous pris, alors. Oui, rendez-vous pris. Oui, rendez-vous pris, tout à fait. Il faut. Ce qui est en train de se débattre là n'est pas une vue de l'esprit. Chaque fois que les sociétés ont eu l'impression que les hommes sont dépassés, ce sont les femmes qui ont pris le devant et qui ont apporté des solutions. Même le message judéo-chrétien qu'on croit très misogyne, parfois, c'est-à-dire qui pousse la femme à la soumission. Vous allez voir, il y a des figures de femmes qui ont pris les choses en main lorsque elles ont eu l'impression que les hommes n'étaient pas capables. C'est pas toujours le visage de la mère, du Christ, de l'épouse conciliante, etc. Non, c'est des femmes engagées dans l'espace public. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cette vision des choses. Et surtout que lorsque on sort des appareils, parce que les appareils, ça bride aussi, ça bridait beaucoup. Et pourquoi ça, quand on sort des appareils, les gens se sentent plus, les femmes peuvent se sentir plus engagées à être là. Les femmes continuent à être mobilisées, comme elle disait qu'elles ont cela, je ne partage pas beaucoup que ce soit naturel, je pense que c'est la socialisation qui fait qu'elles soient toujours dans la négociation. Il y a beaucoup de mouvements féminins, mais il faut peut-être qu'il y ait un noyau de femmes issues de plusieurs formations, sociétés civiles, partis, qui les amènent à suivre le mouvement, parce que pour le moment, elle a cité par exemple les femmes de l'église, elles s'occupent de leur église, oubliant qu'elles peuvent aussi suivre un mouvement comme celle-là. Elles ont déjà des problèmes dans l'église. Ce ne serait pas... Mais qu'est-ce qui va faire problème? Qu'est-ce qui peut faire problème? Non, elles ont des problèmes de pouvoir dans l'église. Voilà, enfin, dans certaines églises. Voilà, ce qui peut faire problème, c'est que l'on soit dans le champ politique ou même dans le champ religieux, l'engagement
est passé dans les sociétés contemporaines à la dimension sacerdoce, de la dimension sacerdoce à la dimension captation. C'est ça qui va être difficile. Le sacerdoce, c'est que vous faites des choses parce que vous y croyez, gratuitement, de manière désintéressée, et dans le but de suivre un idéal noble. Et notre nation, c'est l'idéal. C'est ce qui doit nous unir. Et la captation, c'est que vous voulez les honneurs et le matériel, quels que soient les moyens par lesquels vous pouvez avoir accès. Et c'est là où ça devient difficile, parce que ça a créé une crise de confiance. Si vous sortez dans l'espace public, comme moi je le suis, qu'est-ce qu'elle cherche? Vous avez beau dire, je ne cherche rien. Il y a dans les mentalités que, là où elle veut nous amener, là, elle a peut-être son agenda caché. Donc, il faudrait... Voilà. Il faut être ministre. Comme si être enseignant d'université n'était pas suffisant. Merci, même si, peut-être parce que le parti au pouvoir n'a pas affamé l'enseignant d'université. Je vais terminer en lisant ces deux messages avec une image. D'ailleurs, d'abord les messages. Bonsoir, député. Mes encouragements à toutes ces dames. Demande-leur de s'organiser. Il y aura plein de messieurs qui les accompagneront. Non. Et puis à côté, cet autre message, je pense, monsieur le député, que cette émission doit être un exemple pour les prochains panélistes qui ont l'habitude de se créer dessus et de faire valoir leurs égos. J'ai passé une belle soirée. Et pourquoi pas les dames francophones marchant sur la commerciale avenue Abamenda à la rencontre de leurs sœurs anglophones à la recherche des solutions. C'est également une image qu'on peut retenir. J'ai dit why not, vous ne notez même pas que j'ai parlé anglais. Je voudrais vous dire merci. Naturel que ça ne m'a pas interpellé. D'accord. Je voudrais vous dire merci, mesdames. Michel, Jeanne, Yvette et Marlise Rose. Merci. Parce que le début était serein, je dormirai mieux ce soir. Ce n'est pas souvent le cas. Les nerfs... Non, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente, même si le professeur et moi ne sont pas toujours et d'accord. Mais vivement... on se rejoint à la fin. Nous sommes toujours. nous sommes très d'accord aussi à la fin. Le professeur est une guerrière et je l'ai déjà vue depuis. Elle va nous retrouver sur le terrain. Vivement que les propositions... Non, elle est bien là où elle est. Pourquoi voulez-vous toujours ça? Pourquoi voulez-vous toujours ça? Mais parce qu'il manque de ressources. Le personnel est rare. Mais je suis une ressource. Vivement que les propositions faites ce soir par les dames, dans cette sérénité ambiante, dans le sourire, tombent dans les oreilles de ces messieurs qui prennent souvent les décisions, qui n'ont peut-être pas encore apporté les solutions jusqu'à ce soir, en espérant vivement que le Cameroun s'en sorte définitivement et qu'on retrouve le chemin du développement. À vous, messieurs, qui avez suivi, et surtout aux dames qui sont restées également tard, merci, bonsoir, et à mardi prochain pour un autre cadre sur table.